BBR Info avril 2025. La Bibliothèque Braille romande et Livres Parlés, la BBR, pour ses abonnés et partenaires, vous présente BBR Info, qui vous donne des nouvelles de votre bibliothèque chaque trimestre. Introduction. Ce numéro d'avril 2025 de BBR Info vous propose les rubriques suivantes. Dans Le saviez-vous, nous évoquerons le bicentenaire du Braille. Il sera suivi de La thématique du moment, qui mettra en avant nos adaptations de pièces de théâtre. Ensuite, Le coup de cœur des bibliothécaires vous fera découvrir 2 ouvrages, puis une dernière rubrique intitulée Information événementielle annoncera un prochain salon où nous serons présents pour promouvoir notre domaine d'activité. Le tout sera clôturé par un épisode de notre podcast, Le Poinçon 2. Le saviez-vous ? Cette année marque le bicentenaire du Braille. En effet, c'est en 1825 que Louis Braille a finalisé sa méthode de lecture et d'écriture en points saillants et qu'il l'a soumise aux élèves de l'Institut royal des jeunes aveugles. Ce moyen de lecture et d'écriture s'est alors rapidement répandu, ayant été immédiatement adopté par les personnes handicapées de la vue du monde entier. Malgré ses détracteurs, le Braille, puisque c'est son nom usuel, a perduré jusqu'à nos jours. Grâce au Braille, les personnes aveugles peuvent être autonomes au quotidien. Il leur est possible de trier et classer les papiers administratifs, d'étiqueter les produits ménagers ou de retrouver les médicaments adéquats. Le Braille permet de rendre accessibles les nouvelles technologies. Toutes les parties textuelles d'un programme informatique sont lisibles en Braille. Aujourd'hui, même les smartphones offrent la possibilité d'utiliser le Braille pour écrire des messages. Grâce à lui, on peut rêver, voyager et s'imaginer les personnages d'un roman. Petit inconvénient, cette écriture est assez volumineuse sur papier. Mais de nos jours, il est possible de télécharger plusieurs livres en Braille sur une clé USB grâce au format BRF. C'est un format permettant de conserver la mise en page spécifique au Braille, à l'instar du PDF pour les fichiers imprimés. Notre bibliothèque spécialisée propose une vaste collection d'ouvrages en Braille que vous pouvez emprunter en format papier ou numérique. Nous produisons également des titres à la demande. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler au 022 317 79 00. Nous répondrons volontiers à ce sujet. Tout le long de cette année, la BBR marquera ce bicentenaire avec divers événements, principalement des ateliers de sensibilisation à la lecture et l'écriture du Braille en milieu scolaire, mais aussi la réalisation de vidéos pédagogiques. Vous pouvez nous suivre par le biais des actualités du site de l'association pour le bien des aveugles et malvoyants www.abage.ch ainsi que sur les réseaux sociaux. 3. La thématique du moment. Comme vous le savez déjà, la BBR propose une collection riche et variée pour tous les âges et tous les goûts. Le théâtre est bien évidemment un élément de cette diversité et nous avions déjà quelques œuvres sur nos rayons, en braille et en audio. Nous avons souhaité innover un peu, même si c'est en s'inspirant du passé, et récemment nous avons repris le concept des pièces radiophoniques. Pour ce faire, nous avons réuni des bénévoles en vue d'enregistrer des œuvres théâtrales au sein de nos locaux, dans les conditions du direct. Cette opération a été réalisée à quelques reprises, et nous allons poursuivre ce concept à l'avenir. Nous pourrons ainsi alimenter notre collection de manière régulière avec ces livres audio à plusieurs voix, souvent agrémentés d'illustrations sonores, qui font plaisir à ceux qui les écoutent. Quelques exemples de pièces adaptées par nos soins. Bungalow 21 d'Éric Emmanuel Schmitt, Les 2 timides d'Eugène Labiche, James Brown mettait des bigoudis de Yasmina Reza. N'hésitez pas à contacter notre service du prêt pour en savoir plus sur ces titres audio ou à consulter notre catalogue et nos applications. 4. Coup de cœur des bibliothécaires. Eva Björg et Guisdottir. Le clan Sneberg, La Martinière, 2024. Livre audio. Daisy, durée 10h31. Sur CD et par téléchargement. Ce roman policier se déroule dans un hôtel isolé au pied d'un volcan en Islande,
où le riche et puissant clan Sneberg s'est réuni. Rapidement, l'alcool coule à flot et l'atmosphère se détériore, d'autant plus que les tensions familiales refont surface. L'intrigue se complexifie, avec la disparition d'un membre du clan et la menace d'un rôdeur. Les secrets et les rancœurs du passé ressurgissent, révélant que le danger pourrait venir de l'intérieur même du clan. L'auteur explore les thèmes des secrets de famille, des tensions interpersonnelles et de l'isolement, le tout dans le cadre saisissant des paysages islandais. Elle dresse un portrait incisif de la société islandaise contemporaine, en particulier de l'obsession de certains pour l'argent et le statut social. Adèle Bréau, Haute Saison, JC, Lattès 2020 et 1, livre en braille intégral, 6 volumes, en braille papier et en braille numérique, BRF. Au cœur d'un club de vacances à Anglet, sur la côte basque, en plein mois de juillet, Germain le réceptionniste observe les allées et venues des vacanciers. Il devient le témoin privilégié de leur joie et de leur peine. Chantal, une grand-mère peu enthousiaste à l'idée de passer ses vacances dans ce lieu bruyant et animé. Mathias, un père célibataire, qui a inscrit ses filles au mini-club dans l'espoir de trouver un peu de répit pour se ressourcer. Fanny, qui espère raviver la flamme de son couple, mise à mal par le quotidien et les non-dits. À travers cette galerie de personnages, Adèle Bréau explore les thèmes de la famille, de l'amitié et des relations humaines, dans un huis clos estival, où les apparences sont parfois trompeuses et où les rencontres inattendues peuvent bouleverser les destins. 5. Information événementielle. Pour la 2e année, l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants sera présente au Forum d'information senior de Plan-les-Ouates. Cet événement se tiendra à l'espace Vélodrome le mercredi 16 avril 2025 de 13h à 18h. Diverses associations du paysage culturel et social de Genève tiendront des stands. Ce forum est une journée porte ouverte destinée aux seniors, offrant des informations et des ressources utiles pour les aînés. Il sera également possible d'assister à des conférences sur l'aménagement de son logement pour une vie autonome et sur les arnaques des cyber-escrocs, qu'elles soient virtuelles ou réelles. Nous présenterons nos services concernant la bibliothèque Braille romande et Livres parlés, en compagnie de nos collègues du Centre d'information et de réadaptation. 6. Notre dernier podcast. Dans le cadre du bicentenaire du Braille, vous allez pouvoir écouter maintenant un de nos derniers podcasts présentant le secteur de la transcription de la BBR. Le Poinçon, un podcast de la BBR. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du Poinçon. Aujourd'hui, nous allons découvrir les coulisses d'un des secteurs de la BBR, Bibliothèque Braille romande et Livres parlés, le secteur de la transcription. Transcription. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un peu mystérieux ? Nous allons en parler aujourd'hui avec 2 transcriptrices qui font partie d'une équipe de 5 personnes. 5 transcriptrices, c'est une équipe exclusivement féminine. Je vous laisse vous présenter. Alors bonjour, je suis Pascale Hollenweg. Je travaille à la bibliothèque depuis maintenant pratiquement 30 ans. Donc ça va faire 30 ans en janvier prochain. Et voilà, et donc j'ai un peu vu passer toutes sortes de phases et d'étapes dans les procédés de transcription du braille. Voilà. Séverine, je travaille à la bibliothèque depuis 22 ans. Je suis une des plus vieilles collègues de Pascal. Et en ce qui me concerne, c'est Corinne. Je suis responsable de ce même secteur de la transcription, travaillant à la BBR depuis 2002, soit presque 23 ans. Alors pour commencer, qui veut bien nous dire ce qu'est la transcription ? Nous donner une courte définition. Alors la définition Pascal. La plus courte que j'aurais, ce serait qu'on adapte des textes, des ouvrages en braille et à l'aide d'un logiciel. Voilà. Bien. Alors puisqu'on parle de braille, ce serait bien d'expliquer à nos auditeurs en quelques mots ce qu'est le braille exactement. Séverine. Volontiers. C'est un alphabet constitué de 6 points en relief, destiné à être lu avec les doigts. Il représente tous les signes de l'alphabet, enfin toutes les lettres accentuées,
les ponctuations, les chiffres et tout autre symbole. Il a été élaboré et finalisé en 1824 par Louis Braille, un jeune ado de 15 ans, aveugle à 3 ans, français. Il s'était inspiré d'un système d'écriture qui devait être système de communication dans le noir pour les soldats. Il l'a amélioré en le réduisant de 24 points à 6 points pour que ce soit plus lisible, rapidement lisible avec la pulpe de l'index. Et il l'a aussi rendu accessible à l'orthographe en passant parce que ce système d'écriture était un système phonétique. Donc lui, ça lui tenait à cœur de reproduire l'orthographe pour les aveugles. Ensuite, en 1949, l'UNESCO a adapté le braille à toutes les langues. Donc on écrive de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut. Toutes les langues ont leur version, leur adaptation en braille. Ensuite, il y a aussi un braille musical et un braille informatique sur 8 points. Donc on peut dire vraiment que le braille, c'est un système d'écriture qui s'adapte avec le temps et qui est tout à fait modulable et efficace. Oui, est-ce qu'on peut préciser aussi, parce que beaucoup de gens ont tendance à dire que le braille est une langue, et en fait non, le braille est une écriture. Oui, c'est un alphabet. Dont l'alphabet existe dans toutes les langues. Oui, avec 6 points, on peut vraiment reproduire absolument tout. Comment fait-on concrètement pour transcrire un document en braille ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les étapes pour qu'un document qui est imprimé en police noire, comme on dit au départ, aboutisse à un document en braille ? Laquelle de vous deux veut bien m'expliquer cela ? Je peux commencer parce que j'ai connu justement un peu la période où c'était encore tout ce qui existait, je dirais, avant les années 90. C'est-à-dire que dans le fond, on faisait essentiellement le braille au poinçon. On poinçonnait les points, on prenait le livre, on l'avait à côté, et puis des personnes, très souvent bénévoles, je crois, poinçonnaient à l'envers pour que ça donne ensuite des points en relief. Donc ce procédé, qui paraît vraiment très artisanal, c'était très long. C'était, ça veut dire qu'un livre, par exemple, je sais pas moi, un roman moyen de Balzac qui aurait actuellement, je sais pas, peut-être 500 pages, parce qu'il fait des gros livres quand même, Balzac. On pouvait peut-être mettre 2 ans pour le faire, voire plus, ça dépendait de la vitesse des personnes qui poinçonnaient. Alors moi, quand je suis arrivée, donc début des années 90, 95, le braille informatique, qui est le moyen qui actuellement est utilisé, essentiellement, ça commençait. Il y avait donc, en gros, on utilisait un scanner pour passer page à page des livres. Dans ce scanner, ensuite on avait le document qui était donc sur un ordinateur. Il fallait le nettoyer, beaucoup le nettoyer parce que il sortait pas toujours très très bien, comme les scanners il y a il y a 30 ans. Et puis ensuite, ce qu'on a toujours comme méthode maintenant, on nettoie le texte, on l'adapte en fonction du futur texte braille, c'est-à-dire que grâce au logiciel qui a existé ensuite et qui commençait à exister quand je suis arrivée, ce logiciel permettait justement qu'une fois le texte scanné, on le prépare et puis ensuite on le passe au logiciel et le texte il apparaît sur notre écran, dans le fond, comme si on avait devant nous une page braille qui va être imprimée en braille. Voilà. Et on peut peut-être juste préciser, pour bien comprendre, que quand on scanne par exemple un livre, le fichier qu'on enregistre, qu'on obtient, le format, c'est un format Word. Moi, j'ajouterais juste que, par exemple, l'étape du scannage peut être évitée si on a un fichier source numérique. Bien sûr. Donc, on a un gain de temps de quelques semaines, pratiquement, parce qu'il faut, après le scannage, relire le livre, etc. Donc, la plupart, maintenant, de nos sources sont numériques. Oui. Ouais. Ça, c'est vraiment le gain au long des années. C'est vrai que depuis quelques années, le scannage est devenu presque anecdotique. Et c'est un gros gain de temps dans la production des ouvrages qui nous permettent maintenant de produire des ouvrages très rapidement après leur publication dans le commerce. En parlant d'ouvrages et de documents qu'on transcrit, justement, quels sont les types de documents qu'on transcrit en braille
à la BBR? On a aussi en plus donc, des ouvrages pour la collection. On a eu, je dirais, pendant longtemps des ouvrages que des étudiants nous demandaient. Hein. Donc alors il y avait même des parties d'articles de droit, des textes, des parties de cours, des choses comme ça. Et puis beaucoup plus récemment, finalement, on travaille en collaboration avec le DIP, le département de l'instruction publique, pour finalement on a repris les travaux et les cours à faire pour les enfants déficients visuels. Et donc, là, c'est très intéressant. Ça prend une bonne partie quand même de notre temps. Et on doit adapter toutes sortes de cours pour tous les âges. Donc, dès les plus petits, pour les plus petits qui apprennent à la fois le braille et qui apprennent à lire. Donc, ces enfants-là, on va leur préparer des textes, par exemple, qui seront ensuite imprimés en braille. Puis, peu à peu, comme maintenant c'est le cas pour beaucoup d'étudiants et de jeunes, c'est qu'ils vont travailler avec l'ordinateur. Alors, les petits, ils apprennent après sur leur ordi. Résultat, maintenant, on prépare pour les écoliers très vite des textes qui sont uniquement en format Word et qu'on n'a pas besoin d'imprimer. Voilà. Et puis, il y a aussi des demandes particulières. Hein. Il y a toutes sortes de demandes. De temps en temps, c'est des organisations internationales qui ont des congrès et qui ont besoin qu'on prépare des textes. Voilà, exactement. Ponctuellement, des musées qui ont besoin de commentaires ou pour faire des expositions un peu accessibles à tout le monde. Puis y avoir n'importe qui, voilà. Et ce qu'on fait aussi, je ne crois pas que tu l'as mentionné, c'est des cartes pour les restaurants. Ah oui, c'est vrai. Des restaurants qui seraient intéressés. Là, on l'a déjà eu fait assez régulièrement. Et finalement, pour toutes sortes d'entreprises qui voudraient communiquer avec notre public. Et que ce soit en braille. Et justement, ça m'amène à l'autre question. Tu l'as un petit peu abordé, Pascal, juste avant... Parce que je te posais la question par rapport au braille, mais tu as un petit peu devancé ma question suivante en mentionnant pour les élèves notamment du scolaire qu'on fait aussi des adaptations en format Word par exemple. Et donc voilà, c'est ça aussi, c'est que au service de la transcription, enfin dans le secteur de la transcription, on ne produit pas que du braille. Et est-ce que, Séverine, tu voudrais nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors le braille papier, c'est la partie émergée de l'iceberg, je dirais. On tend nos adaptations tendent à être plutôt numériques. On peut adapter du fichier Word, du PDF, mais aussi du BRF. Alors la plupart des gens ne connaissent pas le BRF. Alors je vais expliquer un petit peu ce que c'est. C'est l'équivalent du braille papier, mais en numérique. C'est-à-dire c'est un fichier qu'on peut lire avec une voix de synthèse ou lire avec une plage braille. Il faut savoir que chaque titre que nous produisons pour la collection, donc titre papier, est optimisé par la production d'un braille numérique, donc un BRF. Et l'avantage de ce fichier-là, c'est qu'on peut lire l'intégralité d'un titre. Donc un titre, ça peut être un titre de 300, 500 pages sur un appareil de lecture. Donc on peut être au café, on peut être dans le train, dans une salle d'attente et lire un livre très volumineux juste sur la ligne braille ou l'écouter avec une voix de synthèse. Le BRF a cet avantage par rapport au... il est comme le braille, c'est-à-dire qu'il transmet à travers la ligne braille l'orthographe et on peut aussi circuler dedans avec sa structuration. On adapte aussi des fichiers Word, des fichiers PDF avec une structuration, un balisage. Donc on peut aussi lire ces fichiers numériques avec une plage braille et la voix de synthèse, et où il y a des personnes qui utilisent les deux en même temps. Donc cet avantage-là nous a permis d'élargir un peu le panel de notre public. Donc vu qu'on peut lire avec l'audio nos documents, on peut toucher aussi un public plus large, comme les personnes à besoins spécifiques, comme les personnes dyslexiques, dyspraxiques, comme d'autres personnes qui ont des problèmes physiques, comme tétraplégiques ou d'autres problèmes d'apprentissage. Donc on voit vraiment que le braille n'est pas cantonné à du livre papier.
il est vraiment l'allié du numérique, puisqu'on peut accéder aux livres numériques, on peut accéder à son orthographe à travers une ligne braille. Séverine, tu as évoqué juste avant les mots plage braille. Rien à voir avec une plage. Rien à voir avec une plage. C'est un peu moins exotique, mais plus utile. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Mais c'est un dispositif de lecture. C'est comme une réglette qu'on va plaquer. Alors là, moi, je parle d'un poste de travail devant un ordinateur. On va plaquer cette plage braille devant le clavier. Et sur cette plage braille, il y a des picots qui vont émerger en fonction de où se place le curseur dans le texte. Donc on aura vraiment l'équivalent de la ligne sur laquelle est le curseur en braille et qui va émerger sur la plage braille. Pour former les caractères pour former les caractères braille. Voilà. En fait. Oui, et en fait, la personne qui va lire le document, elle promène sa main, son index, en fait, sur cette plage ou cette ligne braille, et c'est comme ça qu'elle lit, comme si elle lisait sur une feuille de papier, en fait. Et puis maintenant, si on parlait un petit peu de vous, les transcriptrices, déjà, comment avez-vous atterri à la BBR, l'une et l'autre? Peut-être on va commencer par toi, Pascal, puisque tu es la plus ancienne de l'équipe. Alors moi, je dirais que c'est à la fois par hasard et pas par hasard. C'est-à-dire que j'étais une période, à ce moment-là, de transition, de chômage. J'avais arrêté mes études, j'avais fait du secrétariat et je voulais arrêter de faire du secrétariat. Et comme j'aimais bien lire, j'aimais bien les livres, je me suis dit, voilà, je vais me lancer, je vais essayer de rechercher, au début en tout cas, un emploi un peu... d'une manière générale dans les livres. Donc j'ai envoyé des offres à des librairies et à des bibliothèques. Et en fait, j'ai hésité quand j'ai vu Bibliothèque Braille et je me suis dit, peut-être qu'ils ne me demanderont pas de savoir le braille, puisque de toute façon, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et puis j'ai fait une offre spontanée. Et puis par chance, voilà, j'ai reçu une réponse et on m'a dit, est-ce que vous aimez bien lire? Est-ce que vous savez bien le français? Bon, ça allait, c'était dans mes cordes. Il fallait savoir un peu d'informatique, mais pas trop, donc c'était vraiment dans mes cordes. Et puis voilà, et puis j'ai eu la chance de pouvoir commencer. Voilà. Essentiellement parce que j'aimais lire et que je voulais travailler dans le domaine des livres. Voilà. Et toi, Séverine? Alors moi, j'ai reçu un téléphone d'une amie qui était étudiante en lettres et qui travaillait à la bibliothèque. Et qui m'a dit, écoute, moi j'ai fait le tour, j'aimerais changer de travail et j'ai pensé à toi. Alors moi j'ai dit, tiens, ça a l'air pas mal tout ça. Et donc je me suis présentée, j'ai passé un test, je l'ai réussi. Et ensuite, donc j'ai commencé comme étudiante, payée à l'heure. Et j'ai une collègue après une année qui est partie à la retraite. Et vu que j'avais déjà une année d'expérience, j'ai demandé si je pouvais reprendre son poste. Et voilà comment je suis devenue de fil en aiguille transcriptrice à 50%. Voilà, il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans, voilà, exact. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ? Alors moi, j'aime bien le côté concret et utile de faire quelque chose qu'une autre personne ne pourrait pas avoir par un autre biais. J'aime bien, en même temps, j'aime bien faire des choses un peu, des demandes spécifiques qui sortent un petit peu de notre travail classique. Parce que c'est un petit travail de recherche en amont, on communique avec la personne, on essaye de voir quels sont ses besoins, dans quel but, et on doit tout le long de l'adaptation ensuite garder le cap, rester, parce qu'on est quand même toute voyante à la bibliothèque, à la transcription, et on doit garder le cap de ces besoins particuliers-là. On sort un petit peu de nous-mêmes, si on veut bien. Et puis, chaque demande particulière, en même temps, je suis utile et en même temps, la personne qui nous le demande, la chose nous est utile parce qu'on se forme et on s'améliore à chaque spécificité. Et ce que j'aime bien aussi, ce qui me tient à cœur, c'est que depuis quelque temps, on a pas mal optimisé la production des livres
braille et papier pour la collection. Et on arrive, lorsqu'on embosse, on appelle embosser, mais lorsqu'on imprime en braille un titre, on arrive à quelques semaines de sa sortie dans le commerce. Et ça, je trouve plutôt sympa. D'avoir vraiment accéléré le processus. Je trouve que c'est un petit confort sympa qu'on peut offrir à nos abonnés. Une belle satisfaction. Ouais. Et toi, Pascal, qu'est-ce que tu aimes dans le métier de transcriptrice ? Alors, juste avant de le dire, je reprends ce que dit Séverine. Je trouve que oui, c'est très important parce que par la nature même du travail qu'on fait ou qu'on faisait avant, le temps que ça prenait faisait qu'il y avait un écart assez important parfois entre la sortie d'un livre que les gens attendaient, du commerce dont on avait entendu parler et qu'ils avaient très envie de lire, alors que maintenant, il y a beaucoup moins d'écart. C'est vrai qu'en plus, on a travaillé quand même pendant longtemps avec des bénévoles. Donc c'est vrai que ces bénévoles, c'était merveilleux de pouvoir avoir leur service. Mais on ne pouvait pas non plus exiger d'eux forcément qu'ils aient le temps ou qu'ils prennent le temps à peu près tous les jours d'une manière trop accélérée non plus de faire tel ou tel ouvrage. Donc les professionnels, on s'en chargeait, mais c'était quand même plus long le délai, en gros, globalement. Et maintenant, on arrive pratiquement à se dire qu'on va pouvoir sortir un livre dont on vient de parler dans les médias assez vite, mais qui soit disponible assez vite. Alors, moi, je dois dire qu'au début, ce que j'aimais, surtout parce qu'il y a beaucoup plus de lecture, c'était les livres, c'était le contact avec les livres. Donc, on lisait, on corrigeait. Et après, on a eu au fil des années beaucoup moins le besoin de lire en entier des livres. Finalement, on les prend, on les traite, on survole un peu pour voir leur structure générale et s'il y a des fautes ou pas. Mais ça, il y a des moyens informatiques qui nous permettent de le faire rapidement quand même. Et alors maintenant, ce qui me plaît beaucoup, c'est quand même l'adaptation, c'est-à-dire que les moments où, dans un ouvrage, surtout évidemment un peu plus pour les ouvrages scolaires par exemple, on doit adapter, on a des schémas, des graphiques, comment on va représenter un graphique. Alors évidemment, pour un enfant ou une personne d'ailleurs, qui lira que en braille, donc imprimé braille, c'est encore plus dur, donc il faut vraiment adapter parce qu'il ne pourrait pas y avoir de schéma, etc. Mais même finalement en braille numérique, il y aura pas, faut se dire que ce texte-là, la personne qui va l'utiliser, elle n'aura pas de graphique, elle pourra pas voir un graphique, elle pourra pas forcément sauter avec sa souris d'un endroit à l'autre. Et donc on devra adapter, on devra faire des commentaires, des commentaires de photos, des commentaires de dessins, et se poser la question, un peu comme disait Séverine, se poser la question de se dire qu'est-ce qui va être le plus utile pour la personne. Si c'est un enfant petit, on va expliquer un peu différemment que si c'est un enfant plus grand, où il y a des notions qu'il connaît déjà, ou si c'est une personne de l'extérieur qui aura peut-être besoin de pas beaucoup d'autres commentaires. Voilà. Donc c'est vrai que du coup, les besoins sont spécifiques, et du coup, ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Et tu parlais des bénévoles tout à l'heure. C'est vrai que c'est important de le préciser qu'on a eu pendant de nombreuses années une grande équipe de bénévoles. Ils ont été jusqu'à une bonne douzaine, voire même quinzaine. Et on a donc réduit cette équipe désormais à 4-5 personnes seulement, mais qui nous sont toujours très utiles. Et c'est vrai que quand on tombe sur des ouvrages qui sont un petit peu plus complexes, pour que les transcriptrices aient le temps de se consacrer à autre chose, on sollicite nos derniers bénévoles pour nous aider à continuer d'adapter les livres, à continuer de fournir toujours une bonne quantité d'ouvrages pour la collection. Et c'est vrai que je voudrais profiter de ce podcast pour les remercier, parce qu'ils font vraiment partie aussi de l'équipe de la transcription, et grâce à eux, c'est grâce à eux aussi qu'on produit des ouvrages pour la collection. Est-ce que vous auriez éventuellement une anecdote de transcriptrice à nous raconter ? J'en ai peut-être une ou deux, mais il y en a une qui me frappe, donc j'aime bien me remémorer. C'est quand j'ai commencé, comme on l'a dit, on n'avait pas encore de livres à télécharger. On n'avait pas encore de plateforme, dans le fond, où on peut trouver des ouvrages. Les éditeurs ne fonctionnaient pas du tout comme ça. Donc, dans le fond, on leur demandait des livres et on les scannait. Et c'est vrai que le premier scanner auquel j'ai eu affaire, c'était vraiment un appareil
antique, c'est-à-dire qu'on devait... Alors non seulement c'est beaucoup plus long que les scanners actuels, évidemment, il fonctionnait page par page, donc il fallait mettre une page, attendre un petit peu, ensuite la retourner. Et je me souviens surtout, l'anecdote, c'est que le premier qu'on a eu, quand on ne retournait pas la page à temps, il fallait recommencer. Donc je sais qu'à l'époque, la personne avec qui j'avais commencé m'avait dit « Attention, tu retournes au bon moment. Si tu ne retournes pas la page au bon moment, il va falloir recommencer. » Et c'est vrai. Alors pas tout le livre, mais disons que ça interrompait pas mal. Donc à la fois c'était lent et je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire en attendant. » Alors moi j'ai une anecdote qui concerne plutôt le braille mais pas la transcription. J'ai en fait la chance de faire des animations dans les écoles avec Tiane, ma collègue. On est aussi épaulé par Manuela, mon autre collègue. On va dans les cycles, les écoles primaires, les collèges, sensibiliser les classes au braille, à l'écriture braille. Et un jour on a été dans un cycle et un jeune garçon vient vers nous puis il nous dit « Ah, je vous remercie beaucoup parce que j'avais suivi un atelier que vous aviez fait en primaire dans ma classe. Et après cet atelier, je connaissais donc un peu l'alphabet braille, j'ai pu écrire à ma tante aveugle. J'ai pu lui écrire une lettre juste avant qu'elle meure. Elle était toute contente et je vous remercie beaucoup. Et ben voilà, je trouvais que ça démontrait bien que le braille reste un formidable moyen de communication. Voilà, tout simplement. Ok, ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation, le partage de votre expérience. Et peut-être donner les coordonnées, informer nos auditeurs si quelqu'un a une question, a une demande à formuler pour un document à adapter. Il peut s'adresser à la bibliothèque, soit en écrivant par mail à l'adresse bbr@abage.ch, soit en nous appelant au numéro général de la bibliothèque au 022 317 79 00. Merci à vous, Pascal et Séverine. Merci. Merci. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.